Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Chers professionnels de la santé, mesdames et messieurs, je m'appelle Johan Stas et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire au nom de Iriscare, la commission communautaire commune de la région de Bruxelles-Capitale et des communautés francophones et néerlandophones. Bienvenue à cet webinaire. C'est un webinaire interactif. J'espère que tout le monde peut m'entendre. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Il y a un moyen pour poser des questions. Et je vois que déjà plusieurs questions arrivent déjà dans le chat. Je vois qu'il y a des personnes qui disent je n'ai pas de son, donc il faut une fois regarder le son dans votre ordinateur et parfois il s'agit de modifier ça. Donc vous pouvez poser les questions dans le chat et nous répondrons ensuite aux questions au cours du webinaire. Mesdames et messieurs, la campagne de vaccination, la campagne de vaccination est en cours depuis quelques semaines. Maintenant, 30-50 000 personnes ont déjà reçu une ou deux doses du vaccin en Belgique. Le vaccin donc qui nous débarrassera du virus Covid-19. La campagne de vaccination se déroule par étapes. Nous avons commencé il y a quelques semaines par la vaccination des personnes les plus vulnérables vivant dans nos maisons de repos et des membres du personnel qui s'occupent. Ces 2 dernières semaines, le personnel hospitalier et les travailleurs de santé de première ligne ont également été vaccinés. Et dans le courant du mois de mars, comme vous voyez sur le slide, fin février-mars, nous commencerons également à vacciner les résidents, les bénéficiaires et les membres de soins tels que les centres de jour et d'hébergement pour personnes âgées et adultes handicapés, les centres de révalidation et les centres de santé mentale. Nous vaccinerons dans l'établissement chaque fois que cela sera possible et toujours en fonction de la personne qui reçoit les soins. Donc, lorsque cela n'est pas possible, par exemple dans les services de soins à domicile ou dans un centre de jour qui ne s'occupe que des jeunes, nous inviterons les membres du personnel à se faire vacciner dans un centre de vaccination situé à proximité. Vous serez convoqué à ce moment, vous serez convoqué pour vous faire vacciner. Et sinon, c'est dans l'établissement même, donc ensemble avec les résidents ou les bénéficiaires. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui est de vous donner de plus amples informations sur la poursuite de la campagne de vaccination et donc sur les vaccins eux-mêmes. Le facteur de succès en matière est le nombre de vaccins dont nous disposons. Et donc, malheureusement, nous n'avons pas toujours une vue d'ensemble de la situation. Et comme vous l'avez déjà sans doute entendu dans la presse, les rapports changent assez fréquemment. Et donc, dès que nous saurons plus sur combien de vaccins exactement sont disponibles et quand est-ce qu'on peut vraiment démarrer, sera sans doute début mars, nous vous le ferons savoir. Ce que vous pouvez faire déjà à ce moment, c'est participer à un processus de vaccination sans heurts et donner à votre employeur le signal que vous voulez être vacciné. Nous entendons parler beaucoup du vaccin et vous avez sans doute encore quelques questions. C'est pourquoi nous avons invité Dr Leila Belkir qui est avec nous aujourd'hui. Et donc j'ai un peu perdu ma fille, le route. Donc,
je propose de passer la parole à Dr Leila Balkir. Dr Leila Balkir, elle travaille au UCL Saint-Luc et elle donne aussi des cours au UCL, UCL Louvain, oui, c'est ça. J'ai un peu perdu le route. Et donc, Dr Leila Belkir, elle va nous raconter un peu plus sur comment les vaccins sont développés, c'est quoi exactement un vaccin et pourquoi c'est utile de se faire vacciner. Donc, Dr Belkir, bienvenue et je vous donne la parole. Ok. Alors, donc je dois choisir le bon écran. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Moi, je vois très bien. Merci. Allez, alors on y va. Donc, je vais vous parler de la vaccination donc, contre le SARS-CoV-2, vous vous en doutez. Alors, tout d'abord, une petite introduction. Vous savez que la problématique, c'est qu'il y a un nouveau virus qui est apparu fin décembre 2019 et qui s'est disséminé très rapidement dans une population qui n'avait jamais été en contact avec ce virus, donc ce qu'on appelle une population non protégée ou non immune. La caractéristique principale, c'est que le tableau clinique du Covid-19 est très varié, allant de la personne tout à fait asymptomatique à la personne qui a un syndrome grippal ou encore à quelqu'un qui va surtout se plaindre d'une perte de goût ou d'odorat, à des tableaux plus sévères que nous rencontrons à l'hôpital avec des pneumonies sévères qui peuvent évoluer, compliquer, avec ce qu'on appelle des ARDS, donc quand les poumons, je caricature, sont dits tout blancs, et qui nécessite alors une prise en charge aux soins intensifs. Et donc, vous savez qu'un des gros problèmes de cette crise, c'est réellement ce qu'on appelle la saturation des hôpitaux, donc le fait qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent en même temps avec la même pathologie et qui nécessitent littéralement de faire de la place et donc de devoir déprogrammer d'autres personnes pour créer des unités Covid. Il y a en plus maintenant toute la problématique de ce qu'on appelle le syndrome post-Covid, ou que vous voyez peut-être parfois sur les réseaux sociaux, le Covid long. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément été hospitalisées, mais qui ont des problèmes de type troubles de la concentration, fatigue, dyspnée, troubles de la mémoire, et donc pour laquelle la prise en charge n'est pas encore claire. Alors, petit point sur la situation, donc il y a eu jusqu'à présent plus de 2 300 000 décès dans le monde. En Belgique, si on se réfère surtout aux hospitalisations, il y a eu près de 53 000 personnes hospitalisées et plus de 21 000. Vous savez que tout le monde, enfin tous les pays ont été confrontés à une deuxième vague, certains même, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, à une troisième vague. Et nous, pour l'instant, en Belgique, on se situe donc ici, donc nous sommes sur un plateau en termes d'hospitalisation qui est relativement stable. Donc, on est, par rapport à nos pays voisins, les bons élèves. Donc, en Belgique, vous voyez, on est ici sur le petit plateau. Il y a une diminution en termes du nombre de lits occupés et du nombre de lits aux soins intensifs. Donc, on ne peut que se réjouir de cela. Il y a encore tous les jours, évidemment, des nouveaux diagnostics, mais nous ne sommes plus dans la même situation qu'il y a quelques semaines. Toujours pour vous situer, parce que c'est pour bien comprendre l'enjeu de la vaccination, il faut bien situer le Covid dans tout son ensemble. Si on compare les autres décès liés, les décès liés aux autres maladies par rapport aux décès liés au Covid, eh bien, on se situe en troisième position. Donc, la cause principale de décès en Belgique, ce sont les maladies de l'appareil circulatoire, suivies des cancers. Et en troisième position, c'est le Covid. Et l'année 2020 a clairement été marquée par ce qu'on appelle une surmortalité. Donc, quelque part, quel que soit le comptage qui a été fait, on constate de façon dans les chiffres que par rapport aux autres années, il y a vraiment eu un pic de mortalité lors de la première vague, un pic de mortalité lors de la deuxième vague. Et ici, ce que vous voyez en été, c'est un pic de mortalité également, mais qui est lié à la vague de chaleur. Alors, la vaccination, elle va avoir surtout un impact pour non seulement éviter ou diminuer le nombre de personnes qui arrivent à l'hôpital, et aussi, à terme, jouer sur ce qu'on appelle l'immunité collective pour empêcher ou très fortement diminuer la circulation du virus. Pourquoi? Parce que clairement, tout le monde est d'accord pour dire que toutes les conséquences des mesures qui ont été prises pour enrayer la propagation du Covid
commencent à être très lourdes, très compliquées, tant pour les étudiants que pour les personnes qui ont perdu leur travail, qui ont perdu des revenus, que pour le milieu de la culture, que pour la médecine en tant que telle aussi, par rapport au retard de prise en charge d'autres pathologies, et également le burn-out dont on a beaucoup parlé aussi au niveau des soignants. Donc bref, cette épidémie doit se ralentir parce que disparaître, on a peu de chance en tout cas qu'elle disparaisse tout de suite, pour pouvoir récupérer et retrouver une vie qui se rapproche de la normalité. Et donc, un des outils les plus efficaces dans l'histoire des maladies infectieuses, c'est la vaccination. Comme dit l'OMS, la vaccination, c'est vraiment l'une des interventions de santé publique les plus efficaces et qui représente le meilleur rapport coût-efficacité. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est quelque chose, je donne moi le cours sur les vaccins aux étudiants de 4e année de médecine. Et donc, je leur rappelle vraiment ça. C'est vraiment un des plus beaux outils que nous avons en maladies infectieuses et en santé publique de façon générale. Si on ne voit plus de polio en Europe, c'est grâce à la vaccination. La variole, c'est l'exemple le plus magistral, j'ai envie de dire. Le fait que cette maladie ait disparu complètement du monde, c'est grâce à la vaccination. S'il y a beaucoup moins de diphtérie, de rougeole, de coqueluche, de tétanos, c'est grâce à la vaccination. Et par rapport aux soignants aussi, il y avait un nombre relativement important d'hépatite B qui étaient acquises lors de soins qui étaient réalisés en particulier dans les hôpitaux. Et donc, grâce à la vaccination, il y a également eu une chute drastique. Donc, la vaccination, c'est vraiment un des plus beaux outils pour diminuer, voire éradiquer une maladie de type infectieuse. Autre chose qu'il est important de rappeler, c'est qu'il y a plusieurs centaines de millions de doses de vaccins qui sont administrées chaque année. Donc, chaque année, il y a au minimum 200 à 300 millions de doses de vaccins qui sont administrées, ce qui nous permettra, et j'y reviendrai, quand on parle des effets secondaires des vaccins, en fait, d'avoir une très belle vision des réels effets secondaires qui sont engendrés par les vaccins, en particulier à long terme, vu que c'est quelque chose qui stresse énormément la plupart des gens, et ce qui est normal, mais donc j'essaierai d'apporter des réponses. Petite parenthèse, parmi ces centaines de millions de doses de vaccins, il y a plus de 100 enfants qui sont vaccinés chaque année, 100 millions, pardon, 100 millions. Mais malheureusement, ça n'est pas assez parce que vous le savez, il y a encore des enfants qui décèdent chaque année de maladies qui sont tout à fait évitables, telles que la rougeole, parce qu'ils n'ont pas accès à la vaccination. Alors maintenant, on va se plonger dans le vaccin Covid. Qu'est-ce que le vaccin Covid? C'est repris, ce sont des petits dessins qui sont repris d'une BD qui s'appelle Vide Carabin, qui est faite par un médecin français. Ceci, c'est le virus, le SARS-CoV-2. On l'appelle un coronavirus parce qu'il est entouré d'une couronne, littéralement, de protéines qu'on appelle la protéine S. Et c'est un virus dont l'information génétique, ce qui lui permet de coder, de donner les informations pour justement fabriquer ces protéines, pour fabriquer sa paroi, est contenu dans ce qu'on appelle de l'ARN. La protéine S, que vous voyez ici, ça lui donne non seulement l'aspect de couronne, mais c'est la clé du virus. Ce qui veut dire que le virus, le SARS-CoV-2, il peut rentrer dans nos cellules humaines grâce à un récepteur que nous avons, qui s'appelle le ACE2, mais peu importe. Et donc, c'est vraiment ce qui lui permet d'ouvrir la serrure et de rentrer dans nos cellules. Et donc, tous les vaccins ont eu comme intention de montrer à notre système immunitaire cette fameuse protéine S pour que notre système immunitaire apprenne à se défendre contre cette protéine S, pour que le jour où on rencontre réellement le virus, eh bien, notre armée, si vous voulez, nos globules blancs, nos munitions, nos anticorps, eh bien, soient déjà prêts, soient déjà sur le qui-vive et puissent d'emblée arrêter le virus avant qu'il n'ait le temps de pénétrer dans les cellules et de provoquer la maladie. Alors clairement, pour le SARS-CoV-2, pour le Covid, il y a eu une course effrénée au vaccin. Et on peut vraiment parler de course parce qu'il y a eu très rapidement des centaines d'études qui ont été lancées en parallèle et course qui s'est aussi manifestée sur
à partir du moment où les autorités ont donné le feu vert, et bien sur l'administration des vaccins. Ceci, c'est une dia du 10 janvier où vous voyez qu'il y avait déjà dans le monde 23 millions de doses qui avaient été administrées, donc quasi un mois après le début de la campagne de vaccination. Et quand on regarde un mois plus tard, nous sommes passés à plus de, à plus de 43 millions de doses qui ont déjà été administrées. Donc c'est énorme. Et le pays qui est en tête à l'heure actuelle, c'est Israël, qui a déjà vacciné environ 67, donc il y a eu 67, si vous voulez, pourcents, en gros, c'est 67 doses par 100 habitants, donc devant les Émirats arabes unis, devant la Grande-Bretagne. Et si on regarde le pourcentage de la population qui a reçu au moins une dose, eh bien, de nouveau, c'est Israël, avec 41% de sa population qui a déjà reçu au moins une dose de vaccin, suivi là pour le coup par la Grande-Bretagne et Bahreïn et puis les États-Unis. Et alors, nous sommes en train, au jour le jour, de découvrir les effets de la vaccination en temps réel. Vous voyez ici, c'est peut-être un peu compliqué, mais en gros, je vais vous montrer ce qu'il faut regarder. Donc, en Israël, c'est surtout les plus de 60 ans qui ont été vaccinés. Vous voyez ici le nombre d'hospitalisations hebdomadaires. On va se concentrer sur les hospitalisations. Ça, c'est la courbe pour les personnes de 40 à 60 ans. Et ça, c'est la courbe pour les personnes de plus de 60 ans. Et vous voyez qu'il y a eu donc un lockdown qui a été instauré parce qu'ils ont été confrontés à une augmentation très importante des hospitalisations en Israël, mais que parallèlement à ça, la vaccination a commencé et que donc on voit qu'au plus on avance dans la vaccination des secondes doses, eh bien au plus on voit cette courbe des plus de 60 ans qui se détache des jeunes. Et donc, si on remet en chiffres, il y a une diminution du nombre de contaminations, une diminution du nombre d'hospitalisations et une diminution aussi du nombre d'hospitalisations de patients qui sont critiques. Donc, nous sommes en train de constater ce qui a été montré dans les études dont je parlerai après, et donc avec un réel impact de la vaccination sur en particulier les hospitalisations. Or, c'est vraiment un des premiers objectifs que l'on recherche, donc c'est une très très bonne nouvelle. En Belgique, où en sommes-nous? Très rapidement aussi, il y a déjà eu plus de 440 000 doses de vaccins qui ont été administrées. Et donc, il y a 336 000 personnes qui ont reçu au moins une première dose. Et vous voyez, bon, le pourcentage par rapport à la population totale reste faible, mais vous savez qu'on commence surtout par les personnes les plus âgées pour, à nouveau, je vais me répéter souvent, mais déjà diminuer le nombre de personnes qui risquent d'arriver à l'hôpital. Alors, comment a-t-on pu aller si vite? On est allé si vite parce que la situation était inédite, mais surtout parce que très rapidement, entre les premiers cas de cette fameuse pneumonie à l'époque inconnue, donc, qui a été déclarée, et le fait de trouver exactement le virus, en fait, il ne s'est passé que quelques semaines, même pas, enfin quelques jours d'ailleurs, et les Chinois ont rapidement partagé ce qu'on appelle la séquence du génome. Et donc, si vous pensez au schéma que je vous ai montré avant, donc le génome, c'est l'ARN, c'est vraiment le code, le livre de recettes, en gros, du virus. Et donc, grâce à ça, les laboratoires qui travaillaient déjà sur différents vaccins, pour d'autres virus, mais également d'autres coronavirus, eh bien, ils ont pu remplacer, entre guillemets, la cassette de ce qu'ils avaient pour les autres virus par la cassette du SARS-CoV-2. Et donc, entre le partage de la séquence du génome et les premières études cliniques, il n'y a eu en gros que 2 mois, ce qui effectivement est très rapide. Et puis, comme les résultats étaient bons et que donc tout a été assez vite, et j'y reviendrai aussi pourquoi, en juillet 2017, on a commencé ce qu'on appelle les grosses études de phase 3, celles avec plusieurs milliers de patients, de personnes. Et donc, pourquoi ça a été vite? En temps normal, il faut imaginer un train dans lequel on va passer d'un wagon à l'autre seulement si on a traversé tout le wagon.
ici grâce à la collaboration entre différents laboratoires, des universités et des laboratoires, et grâce à un investissement aussi majeur en termes financiers, eh bien, dès que les premiers résultats d'une phase étaient bons, dès qu'on prouvait aussi qu'il n'y avait pas d'effets secondaires qui étaient évidemment graves, eh bien, les laboratoires sont passés de la phase 1 à la phase 2, alors que la phase 1 continuait. Ils ont commencé la phase 3, donc phase 3, c'est énormément de patients, alors que la phase 2 n'était pas terminée, et surtout, un risque malgré tout a été pris, à savoir qu'ils ont commencé à produire les vaccins alors que l'étude était encore en cours. Alors que habituellement, on ne commence à produire les vaccins que lorsque non seulement les études sont terminées, mais que lorsque les autorités de régulation, la FDA et l'EMEA, ont pris le temps de regarder le dossier, ce qui prend en général du temps, et de répondre favorablement. Donc, toutes les étapes qui d'habitude prennent du temps, en fait, elles ont été compactées et donc plusieurs choses se sont mises en même temps. Les autorités aussi régulatrices ont donné très rapidement une réponse. Pourquoi? Parce qu'elles recevaient tous les mois les résultats, ce qui d'habitude ne se fait pas. D'habitude, elles reçoivent les résultats quand l'étude est finie. Ici, il y a vraiment eu ce qu'on appelle un rolling review. Donc, tous les mois, tous les résultats étaient envoyés et donc analysés aussi par des personnes indépendantes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, effectivement, ça a été vite, mais à aucun moment des exigences en termes de qualité, de sécurité et d'efficacité n'ont été mises en danger. La preuve en est que certaines firmes ont investi, par exemple, le vaccin Pasteur, qui a été stoppé parce qu'au final, les résultats n'étaient pas si bons. Et il y a d'autres études vaccinales qui se sont aussi arrêtées parce qu'au final, malgré les investissements, malgré l'argent investi, eh bien, les résultats n'étaient pas suffisamment bons. Alors aujourd'hui, je vais surtout vous parler, parmi ces techniques de vaccin, le vaccin à ARN messager. C'est ce sont les vaccins pour lesquels, en tout cas, on a le plus parlé jusqu'à présent. Et je dirais quand même quelques mots pour le vaccin AstraZeneca, donc à vecteur viral, vu que maintenant, il est autorisé et que donc les vaccinations avec vont bientôt commencer également. Donc, dans un premier temps, je vais surtout parler du Pfizer et du Moderna, qui sont les vaccins à ARN messager. Alors, tout d'abord, se rappeler ce qu'est un vaccin à ARN messager. Si on prend chez nous, l'être humain, dans une cellule humaine, eh bien, nous, notre matériel génétique, notre livre de recettes, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, c'est quelque chose qui est tellement précieux qu'il est protégé, il est dans un noyau. Et même si c'est l'ADN qui va coder pour fabriquer notre insuline, notre hémoglobine, pour fabriquer nos cheveux, etc., il ne va jamais lui-même, si vous voulez, aller sur le terrain pour aller donner l'ordre de fabriquer les protéines. Il est protégé, il reste dans le noyau. Donc, lorsque il veut transmettre une information à nos usines, ce qu'on appelle les ribosomes pour la fabrication de protéines, eh bien, il fabrique une photocopie qu'on appelle l'ARN, l'ARN messager. Cet ARN messager va sortir du noyau et c'est lui qui va aller travailler. C'est lui qui va aller dire au ribosome, eh bien, je voudrais que vous fabriquiez exactement telle protéine avec le mode d'emploi que je vous donne. L'ARN est très fragile. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans les vaccins ARN, la conservation se fait dans des congélateurs, ce qui n'est absolument pas courant dans les vaccins. Moins 80 pour le Pfizer, moins 20 pour le Moderna. Ça montre que l'ARN est très fragile et qu'il est rapidement détruit. Et c'est la même chose que ce qui se passe dans nos cellules. Nous fabriquons nous-mêmes tous les jours des millions de copies d'ARN messager qui, lorsqu'elles ont transmis l'ordre, eh bien, sont détruites. Donc, le vaccin, que va-t-il faire? Il va aller dans nos cellules musculaires, vu qu'on injecte au niveau du muscle. L'ARN va aller vers les ribosomes, donc il ne va pas aller dans le noyau, c'est impossible. Leurs ribosomes vont fabriquer nos protéines S, et donc le système immunitaire
va être mis en alarme, il va se dire « Ouïouï, aïe aïe, il y a une protéine que je ne connais pas qui est présente et donc il faut que je me défende et que je fabrique des anticorps. » Et donc la technique ARN messager, en fait, elle est connue depuis de très nombreuses années. Certes, aucun vaccin, il est vrai, n'a été commercialisé, mais il y a eu des études vaccinales qui ont été faites sur plusieurs aussi centaines de patients, en particulier avec la rage, contre le virus influenza, mais il n'y a jamais eu un investissement financier tel que quelque part ces projets ont pu rapidement aussi se concrétiser. Et donc c'est une technique qui est facile, qui est rapide à produire à grande échelle, qui engendre une réaction immunitaire qui ressemble à la réaction immunitaire dite naturelle. Il n'y a pas d'adjuvant, même si les adjuvants sont très utiles dans d'autres vaccins, mais pour ceux qui ont peur des adjuvants, il n'y a pas d'adjuvant et il n'y a aucun risque que ça aille transformer ou modifier notre ADN, simplement parce que l'ARN ne peut pas rentrer dans nos noyaux. Et donc, à ce jour, en Belgique, il y a 2 vaccins ARN disponibles, le Pfizer et le Moderna. Et vous voyez, même si je vais un peu détailler, que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 95% d'efficacité pour l'un, 94% d'efficacité pour l'autre. Je vous avoue qu'on ne s'attendait pas à un résultat pareil, en sachant que l'OMS estimait que si un vaccin était efficace à 60% environ, eh bien, il serait autorisé. Donc, pour le vaccin Pfizer, il y a eu plus de 40 000 participants. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les autres études de vaccins, hors Covid, on tourne aux alentours de 3 000, 4 000, 5 000. Un des vaccins pour lequel on a eu plus de 10 000 participants, c'était pour le Prevnar contre le pneumocoque. Mais en général, je vous dis, c'est aux alentours de 3 000, donc c'est quasi 10 fois plus. Et ce qui est intéressant, c'est que 40% des personnes vaccinées avaient plus de 55 ans. Donc 94-95% d'efficacité, ça nous situe presque aux résultats des vaccins les plus efficaces, contre la rougeole par exemple, ou contre la polio, et ça nous situe plus que pour la grippe. En moyenne, c'est 60% l'efficacité du vaccin grippe, et ceci dit, nous sommes déjà contents avec ça. Alors, au-delà de l'efficacité, la question qui revient souvent, et à juste titre, ce sont les effets secondaires. Au plus on est âgé, au moins on a des effets secondaires. Ça a été démontré dans les études et c'est ce que nous constatons aussi ici à l'hôpital. Donc, les plus de 55 ans ont moins d'effets secondaires. Les effets secondaires sont surtout des effets secondaires dits légers à modérés. Donc, c'est de la douleur au niveau de l'injection, de la fatigue, parfois des céphalées, parfois un état un petit peu grippal. Souvent, et il faut être prévenu, on a un peu plus de réactions après la seconde dose. Et je confirme. La résolution, par contre, elle est très rapide et je peux confirmer également. Donc, en général, ça dure 24, maximum 48 heures. Et il ne faut pas hésiter d'ailleurs à prendre du Dafalgan. Ça permet une bonne amélioration des symptômes. Le vaccin Moderna, même catégorie, 94% d'efficacité, plus de 30 000 participants. Là, il y a un quart des personnes qui a plus de 65 ans et un cinquième qui avait déjà des comorbidités. Donc, que ce soit des pathologies respiratoires, le VIH, des pathologies cardiaques. Et c'est intéressant parce que chez Moderna, on a eu quelques données sur ce qu'on appelle le portage. Donc, le fait d'avoir le virus, mais de ne pas avoir de symptômes. Même chose en termes d'effets secondaires. Donc, c'est surtout des effets secondaires légers à modérés. La moitié des personnes environ développent ou de la fatigue ou des douleurs musculaires ou articulaires. À nouveau, c'est plus fréquent après la deuxième dose. Et par contre, c'est moins fréquent pour les plus de 65 ans. Donc, au plus on est âgé, en fait, et au moins on a de risques de faire des effets secondaires. Alors, pour ces vaccins, une question qui revient souvent, c'est est-ce que le vaccin, combien de temps, après la vaccination est-ce efficace? Donc, l'efficacité, elle apparaît plus ou moins 10 à 12 jours après la première dose. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous étonner. Vous avez toutes et tous, je suppose, entendu
que dans certains homes ou qu'il y a eu certaines personnes qui ont eu des PCR positives avec des symptômes 3-4 jours après la vaccination. C'est malheureusement quelque chose qui est prévisible parce que vous savez que l'incubation du virus, donc le temps entre le moment où on rencontre le virus et où on développe éventuellement la maladie, c'est 2 à 14 jours. Et donc, si vous vous faites vacciner, mais que vous êtes déjà porteur, mais que vous n'avez pas encore de symptômes, eh bien, vous pouvez développer les symptômes quelques jours après, vu que le système immunitaire n'aura pas encore eu le temps de vous protéger. Par contre, après la deuxième dose, on atteint un maximum d'effet, plus ou moins 2 à 4 semaines après. Alors, ça a fait un grand buzz lorsque la campagne de vaccination a commencé en Grande-Bretagne. C'était le fait qu'il y a eu des personnes qui ont fait des grosses réactions allergiques, ce qu'on appelle des anaphylaxies. Et donc, tout va vite avec le Covid. Donc, on a ce type d'informations-là très rapidement, mais on a aussi les réponses très rapidement, donc ce qui est une bonne chose. Ce qu'il a été constaté maintenant avec les 2 vaccins, c'est qu'il y a une possibilité de faire effectivement une réaction allergique par rapport à un des composés qu'on appelle le PEG. Donc, le vaccin, il est composé de l'ARN et pour être transporté, il est enrobé, si vous voulez, dans des micro-gouttelettes de nanoparticules lipidiques. Donc, c'est des genres de graisse, si vous voulez. Et une de ces particules-là s'appelle le PEG, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres médicaments, dans certains parfois cosmétiques. Et donc, avec le Pfizer, il y a environ 11 anaphylaxies par million de doses. C'est beaucoup moins avec le Moderna, vu qu'on se situe à 2,5 anaphylaxies par million de doses. Le point commun, c'est que ça survient en général assez rapidement. Donc souvent, c'est dans le quart d'heure. Et donc, la bonne nouvelle, par contre, ça c'est important, c'est tout à fait traitable. Hein. Donc lorsqu'on a une réaction allergique de type anaphylactique, eh bien, on injecte de l'adrénaline en intramusculaire, éventuellement des corticoïdes également. Et donc, c'est tout à fait traitable, il n'y a pas de séquelles. Et donc maintenant, les procédures que l'on a sont quand même assez claires. Soit il y a une allergie connue à un des composés qui est représenté ici, auquel cas c'est une contre-indication à la vaccination. Soit on a des antécédents allergiques sévères mais à autre chose. Par exemple, vous avez une difficulté respiratoire, vous faites un œdème de Koenke après une piqûre de guêpe. Donc vous avez un terrain allergique, mais vous savez à quoi vous êtes allergique. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez faire le vaccin. C'est ce qu'on a appliqué, nous, ici également à l'hôpital, mais on vous surveille durant 30 minutes. Ce qui doit être prévu aussi, à nouveau, c'est ce que nous avons fait et que, je veux dire, ça se fait aussi dans les autres hôpitaux, bien sûr, c'est le fait qu'il y ait une surveillance médicale qui soit là et qu'il y ait le matériel nécessaire pour éventuellement agir rapidement en cas de réaction allergique. Alors, je vais passer directement aux questions les plus fréquentes sur les vaccins ARN et puis je dirai quelques mots sur les vaccins AstraZeneca. Donc, on parle beaucoup des effets secondaires à long terme. Et en fait, il faut un petit peu casser ce mythe parce qu'il est évident qu'aucun médecin ne pourra vous dire qu'on est sûr à 100% qu'il n'y aura pas d'effets secondaires à long terme, simplement parce que nous n'avons pas ce recul par rapport au vaccin Covid. Et donc, il faut l'admettre en toute humilité. Néanmoins, ce que l'on sait d'expérience avec la vaccination à l'échelle mondiale, j'insiste, c'est que 95 à 99% des effets secondaires surviennent dans les 6 semaines. Donc, je dis bien 95 à 99% des effets secondaires surviennent dans les 6 semaines. Or, ces 6 semaines-là, nous les avons, tant par rapport aux études du mois de juillet que maintenant, quelque part en temps réel, vu que la campagne de vaccination a commencé début décembre, en particulier en Grande-Bretagne, et puis durant le courant du mois de décembre, à la fois en Israël, mais également aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc, ce recul-là, nous l'avons, nous avons même quelques mois. Ce qu'il faut savoir également aussi, c'est qu'il y a une obligation légale pour tous les médicaments, tous les vaccins, d'avoir ce qu'on appelle une phase 4, c'est-à-dire un système de pharmacovigilance. C'est la même chose en Belgique, bien sûr. Donc, dès qu'il y a un effet secondaire,
quel qu'il soit, mais surtout si celui-ci est sévère, eh bien, il faut le documenter. Et donc, en temps réel, il y a des responsables, enfin des scientifiques, des pharmaciens et autres, qui vérifient, qui regardent, qui investiguent pour voir si cet effet secondaire-là est lié ou pas au vaccin, ou dans d'autres cas, ou pas aux médicaments. Et donc, si on se replonge un petit peu dans l'histoire de la vaccination et qu'on regarde avec le recul que l'on a, au final, quelles sont les histoires où il y a eu des effets secondaires, j'insiste, tardifs? Alors, très rapidement, dans les années 50 et 60, il y a eu des problèmes avec des vaccins contre la polio, mais des problèmes qui n'étaient pas liés à un effet secondaire, c'était des problèmes d'erreur de préparation. Par exemple, pour le vaccin de la firme Cutter, donc on a parlé du Cutter incident, ou parce qu'il y a eu des contaminations. Là, on se situe dans les années 50-60. Il n'y avait évidemment pas la même rigueur, la même surveillance qu'à l'heure actuelle. Donc, voilà, ça, ce sont vraiment des histoires du passé, mais liées à des erreurs de préparation ou à des contaminations. Ensuite, il y a eu toutes les hypothèses dans les années 70 sur le syndrome de Guillain-Barré et la vaccination contre la grippe porcine. Eh bien, ça a été suspecté. Il y a eu énormément ensuite d'études pour comparer ce qu'on appelle l'incidence, donc le nombre de cas de Guillain-Barré qui apparaît dans la population vaccinée par rapport à la population non vaccinée. Et donc, au final, il n'y a pas eu de lien démontré. Même chose pour la vaccination de l'hépatite B et la sclérose en plaques. Il y a eu aussi des grosses suspicions. Au final, ça n'a pas été démontré. C'est aussi la raison pour laquelle ce vaccin fait partie du schéma vaccinal maintenant de tous les enfants en Belgique. Il est contenu dans l'Infanrix EXA. En 2005-2008, avec les vaccinations contre le méningocoque, il y a aussi une suspicion de Guillain-Barré. À nouveau, il n'y a pas eu de lien démontré. Et je précise et j'insiste que lorsque je dis pas de lien démontré, vous pouvez vous-même aller le vérifier, il n'y a pas de souci. Clairement, ce sont toutes des publications médicales qui sont tout à fait indépendantes, donc qui n'ont pas de lien avec les entreprises pharmaceutiques. Et par contre, en 98, lorsque le Rotashield a été mis sur le marché, donc c'est un vaccin contre le rotavirus, on s'est rendu compte qu'il y avait des invaginations du côlon qui étaient plus fréquentes. Et donc, très rapidement, mais c'était précoce, très rapidement, ce vaccin a été retiré du marché. Et pour être tout à fait transparente, lors de la pandémie H1N1, et donc il y a eu le Pandemrix, il y a eu donc le vaccin contre le H1N1, et il y a eu dans les pays nordiques, c'est d'abord la Suède, puis la Finlande, qui a décrit un nombre plus important de narcolepsie dans les 10 semaines. Vous voyez, on est à nouveau quand même, on n'est pas à quelques années après dans les 10 semaines. Alors je l'ai mis en gris, parce que si vous regardez les Américains, ils vont vous dire qu'il n'y a aucun effet. Et donc, pour eux, il n'y a pas de lien. Si vous regardez dans les études, justement, dans les pays de type Finlande et Suède, il y a une suspicion d'un lien. Et donc, est-ce qu'il y aurait une influence peut-être génétique? Parce qu'en gros, c'est les seuls endroits où il y a une suspicion de lien, mais ça n'a pas été démontré ailleurs. Mais donc, tout ça pour dire que quand on sait qu'on vaccine 200 à 300 millions, donc il y a 200 à 300 millions minimum de doses par année, on peut clairement dire que la vaccination est quelque chose qui est tout à fait sécure. En Belgique, de nouveau, vous pouvez aller voir toutes les semaines, il y a un rapport sur le site de la FNPS pour voir tous les effets secondaires qui ont été déclarés. Et vous pouvez, ceci dit, le faire vous-même. Hein. Donc, si vous allez, vous pouvez déclarer, soit en tant que patient, soit en tant que professionnel de la santé, un effet secondaire. Alors, la question qui revient souvent, c'est si je suis malade, est-ce que je peux me faire vacciner? Eh bien là, c'est comme pour tous les autres vaccins. Non, quand on a une infection aiguë, on attend. Pourquoi? Parce que notre système immunitaire est en train de se défendre contre un virus ou une bactérie. Il n'a pas le temps, entre guillemets, d'aller s'occuper de développer des anticorps de bonne qualité contre un vaccin. Donc, on ne vaccine jamais quelqu'un qui a de la fièvre, quelqu'un qui est en train d'avoir une maladie aiguë. Et donc, si on est en train de faire le Covid, on attend également, d'autant plus qu'il n'y a pas d'urgence. Alors, si on a déjà eu le Covid, c'est une question qui est très fréquente. Est-ce qu'il y a un risque? Non. Il y a par contre un risque de faire un peu plus d'effets secondaires. De nouveau, il faut être honnête, les personnes qui ont déjà fait le Covid et qui se font vacciner
ont tendance à décrire quand même des réactions un peu plus importantes, que ce soit de la fièvre, que ce soit se sentir un peu moins bien, que ce soit des douleurs au niveau du bras. Par contre, le fait d'aller vous faire vacciner, ça va aller booster votre immunité. Donc, ça va aller rappeler à votre immunité qu'elle ne doit pas, entre guillemets, perdre ses anticorps, que les cellules tueuses, ce qu'on appelle les lymphocytes T, doivent bien garder en mémoire. Et donc, à l'heure actuelle, la vaccination est donc proposée aux personnes, indépendamment de leurs antécédents. Maintenant, il est évident que si vous venez de faire le Covid et que si on est dans un système où on est en train de prioriser les doses, il n'y a effectivement pas d'urgence tout de suite à vous inscrire pour vous faire vacciner. Les personnes qui ont des troubles de la coagulation, il n'y a pas de contre-indication. Il faut juste comprimer un peu plus. Et si on prend des NOAC, donc les nouveaux anticoagulants, on essaye de décaler la prise. Par rapport à la grossesse, eh bien, le Conseil supérieur de la santé, voilà, je vais passer directement à ces dias. Donc ça, ce sont les informations belges. Donc, le Conseil supérieur de la santé ne contre-indique pas la vaccination pour autant qu'il y ait ce qu'on appelle une balance bénéfice-risque. Donc, c'est-à-dire que si une femme enceinte travaille dans un hôpital, travaille dans un home et donc est susceptible d'être en contact avec des patients Covid, en sachant que il y a eu des cas assez sévères chez les femmes enceintes, surtout si la femme enceinte a d'autres facteurs de risque, donc si elle est diabétique par exemple, ou si elle est en surcharge pondérale, eh bien il n'y a pas de contre-indication à faire la vaccination. Et il y a 2 jours environ, les États-Unis disaient qu'il y avait maintenant plus de 10 000 femmes enceintes aux États-Unis qui ont été vaccinées et pour lesquelles le suivi à l'heure actuelle est rassurant. Donc ça, je l'ai dit, et c'est la même chose pour l'allaitement. Pour l'allaitement, comme en fait l'ARN que l'on va injecter ne va pas circuler dans le sang, en fait il ne peut pas, s'il circule dans le sang, il est tout de suite détruit parce que dans le sang, il y a des enzymes pour aller détruire l'ARN. Donc l'ARN va rester au niveau des cellules musculaires, et la seule chose qui va circuler, ce sont les anticorps. Donc les femmes allaitantes peuvent être vaccinées. Les maladies auto-immunes, c'est une question qui revient fréquemment. Il n'y a pas non plus de contre-indication à la vaccination, sauf si la maladie auto-immune n'est pas stabilisée. À nouveau, c'est la même chose pour tous les vaccins. Pour les immunodéprimés, on manque de données en termes d'efficacité. Nous n'en avons pas beaucoup. Mais comme les personnes immunodéprimées sont aussi les personnes qui sont les plus à risque aussi de faire des formes sévères, eh bien, elles doivent également être vaccinées. En tout cas, on leur recommandera. Alors, on parle toujours de ces 70%, et c'est une question qui revient souvent, d'où ça vient en fait, ce 70%. Il faut partir du principe qu'un virus, il ne sait rien faire tout seul, il ne sait pas se multiplier tout seul, il ne sait pas se reproduire tout seul. Un virus, il a besoin d'un hôte. Pour le coronavirus, à l'heure actuelle, c'est l'être humain, mais pour les virus qui se transmettent au niveau des animaux, ce sont des animaux, et donc on distingue une population qui n'a pas encore été en contact avec le virus, avec une population qui va être en contact. Et donc, si vous avez quelqu'un qui est malade et que donc il est en contact avec plein de personnes dites non immunes, eh bien, ces personnes-là vont à leur tour pouvoir attraper le virus. Certaines vont être malades, d'autres vont être porteurs, d'autres vont décéder, mais donc ainsi de suite, chaque personne positive va le transmettre à d'autres personnes. Si vous prenez à un moment donné des personnes qui sont immunisées, que ce soit de façon naturelle ou que ce soit par la vaccination, eh bien, vous allez diminuer le risque que le virus ne trouve quelqu'un où il pourra aller s'implémenter, où il pourra aller se reproduire. Et donc, au plus il y a de personnes vaccinées, au moins le virus pourra comme ça, entre guillemets, sauter d'une personne à l'autre. Et donc, la circulation du virus finira par disparaître, ou en tout cas diminuer, c'est ce qu'on espère. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec la rougeole. Pourquoi y a-t-il beaucoup moins de rougeole à l'heure actuelle et heureusement en Belgique? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont immunisées. Néanmoins, si on a vu réapparaître des foyers de rougeole également en Belgique, également en France, c'est parce que le niveau d'immunité de groupe a diminué, malheureusement parce que moins de personnes se sont fait vacciner. Donc, ça montre bien qu'au plus il y a des personnes immunisées, au moins le virus peut circuler.
Et le 70%, c'est des calculs en fait mathématiques qui sont liés à ce qu'on appelle le R0, donc à la capacité qu'a le virus de contaminer d'autres personnes. Alors, combien de temps dure la protection? Ça, c'est la question joker. On n'a pas de recul de plus que le mois de juillet. Néanmoins, on sait que les personnes qui ont été en contact naturellement avec le virus, on sait qu'elles sont au moins protégées pendant 8 mois, même si certaines font des réinfections, mais ça reste rare, pas grave. Donc, au moins 8 mois. Donc, la vaccination, comme elle induit une réponse immunitaire qui est très forte, eh bien, ce sera minimum 8 mois. Certains immunologues vont jusqu'à dire au minimum 1 an et les plus optimistes vont même jusqu'à dire 2 ans. Mais clairement, c'est le temps qui va nous apporter la réponse. On ne sait pas aller plus vite que le temps. Et donc, au plus le temps va avancer, au plus nous aurons des données. Alors, que se passe-t-il si on n'a reçu qu'une seule dose? Si on n'a reçu qu'une seule dose, eh bien, on est quand même protégé, mais pas tout de suite. Quand on regarde la protection moyenne, c'est 52%. Mais quand on regarde 15 jours après la première injection, que ce soit pour Pfizer ou que ce soit pour Moderna, eh bien, on arrive quand même déjà à des taux de protection de 90%. Et c'est ce que l'on voit bien ici. Donc là, c'est le nombre cumulatif de personnes qui sont malades. Vous voyez qu'à un moment donné, après 10 jours plus ou moins, les courbes se séparent entre les personnes qui n'ont pas reçu le vaccin et donc qui continuent à tomber malades et celles qui ont reçu le vaccin. Donc, c'est vraiment un bel exemple. Ça montre bien l'effet de protection du vaccin. Alors, les variants, très rapidement. La protéine S, je vous ai dit, c'est la serrure. La protéine S, elle engendre chez nous une réaction immunitaire avec plein d'anticorps qui vont apparaître, dont des anticorps qui sont donc neutralisants, qui vont empêcher la protéine de s'accrocher au récepteur. Et donc, si on a des variants, eh bien, il va y avoir des petites modifications à la surface de la protéine S. Et donc, oui, il se pourrait qu'il y ait des anticorps qui ne puissent plus aller s'accrocher, mais en théorie, il y aura toujours des anticorps qui vont quand même la reconnaître. Et donc, dans la vraie vie, je n'ai pas mis la dia, Pfizer et Moderna restent tout à fait efficaces contre le variant britannique. Contre le variant sud-africain, c'est un peu plus compliqué, à savoir que la capacité des anticorps à neutraliser le virus, en tout cas pour Moderna, ça a été bien montré, est un peu moins bonne, donc elle perd en efficacité, mais elle reste efficace quand même. D'où le fait qu'on dit c'est un peu une course contre la montre, vu qu'on essaye de vacciner le plus rapidement avant que ces variants-là ne soient prédominants. L'autre chose et l'autre bonne nouvelle, c'est que tant Pfizer que Moderna, en tout cas avec leur vaccination ARN messager, ont déjà prévenu qu'ils pourraient éventuellement modifier le message envoyé, donc l'ARN, pour aussi atteindre ces variants. Alors très rapidement, je vais me dépêcher. Les vaccins à vecteurs viraux, c'est l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson, mais nous n'avons pas encore ce dernier. Et donc, c'est... il n'y a pas la DIA. Attendez. Je voulais montrer une autre DIA. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas apparue. Tac, tac. Bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai là. Donc, c'est un vecteur viral dit non répliquant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez, c'est un peu comme un cheval de Troie. Vous prenez un virus, vous lui enlevez un petit bout de son gène qui justement nécessite ou aide le virus à se reproduire et vous le remplacez par le gène de la protéine S. Et donc, lorsqu'on injecte, le virus va demander à nos cellules d'aller fabriquer cette fameuse protéine S. Et donc, même chose, la réponse immunitaire va travailler et le virus qu'on a injecté n'a pas les outils pour se multiplier, n'a pas les outils pour se reproduire et les cellules qui vont abriter ce virus vont elles-mêmes être détruites par le système immunitaire. Alors, les études d'AstraZeneca, je vais être brève parce que honnêtement, c'est compliqué de s'y retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu dans plusieurs pays, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Grande-Bretagne. Les premiers résultats que nous avons eus
était sur la Grande-Bretagne et le Brésil. L'efficacité globale était de 70%, mais il y avait une particularité, à savoir qu'il y a des gens qui ont reçu une demi-dose suivie d'une dose complète. Et ces personnes-là avaient une efficacité qui était nettement supérieure à l'efficacité des gens qui ont reçu une dose standard. Néanmoins, comme le nombre de patients est petit, eh bien, les autorités, donc la FDA et l'EMA, ont autorisé la mise sur le marché du vaccin avec une dose standard. Ah ben voilà, elle était là, Madia. Donc je disais le cheval de Troie. Donc on enlève un petit bout du gène du virus et on le remplace par la protéine S. Par contre, on a quand même on a eu la semaine passée de nouveau ce qu'on appelle des données additionnelles. Donc, comme les études ont continué, le premier papier est paru sur des données jusqu'au mois de novembre et maintenant ils nous ont donné des données jusqu'au mois de décembre. Et là, on se rend compte que quoi? Que si on n'a reçu qu'une seule dose du vaccin, mais qu'on attend suffisamment longtemps, eh bien, on arrive déjà à plus de 70% de protection, ce qui est donc très bien. Si on revaccine, mais à 3 mois, le plus 12 semaines ici, eh bien là, on arrive à une efficacité de 82%. Donc, les premiers résultats qui nous paraissaient un petit peu, on était un peu déçus, hein, je vais tout à fait être honnête avec vous, mais de nouveau, au plus le temps passe et au plus on a d'autres données avec le nombre de personnes augmente, et au plus, en fait, quelque part, on affine les connaissances. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que si on vaccine avec l'AstraZeneca, si on vaccine avec 2 doses, mais qu'on attend entre les 2 doses 3 mois, eh bien, on arrive à plus de 80% d'efficacité. Il y a également un effet sur le portage. Donc, la vaccination avec le vaccin AstraZeneca va diminuer le risque de porter le virus, ce qui est une très bonne chose. Et les effets secondaires sont en fait les mêmes que ceux que l'on rencontre classiquement, à savoir parfois des frissons, un petit peu de fatigue, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, mais en général, ce sont des effets secondaires dits légers ou modérés. Voilà, donc j'ai fini et je vous laisse avec les questions. Ok, merci. Merci, Dr. Balkir, pour nouveau cette présentation fantastique et qui nous raconte tous les informations. Bah, on a reçu quelques questions. Je vais en prendre, peut-être que je vais regrouper, que je peux regrouper quelques questions. Je reçois beaucoup de questions aussi qui vont sur l'information, enfin l'organisation elle-même de la vaccination. Oui, ça c'est pour vous alors. Oui, ça c'est pour moi. Et donc juste pour rappeler un peu, donc demain midi, après-midi à 3h30, nous organiserons aussi de nouveau un webinaire qui s'adresse aux directeurs et aux responsables médicaux ou de vaccination au sein de la centre, où on va vous donner donc toutes les informations, comment commander les vaccins, la livraison, les manipulations, enfin ou la préparation des vaccins. Donc tout sera raconté demain après-midi. Je reprends quelques questions qu'on a eues. Plusieurs sont déjà répondues, hein, mais oui, pourquoi c'est organisé tellement vite, ils sont créés tellement vite. Si on est immunisé, on peut se faire vacciner. Vous avez déjà répondu à cette question aussi. Une autre question que vous n'avez pas encore répondu, hein. Peut-on prendre des antibiotiques ou inflammatoires après avoir été vacciné. Aussi une question, est-ce que vous pouvez nous assurer, docteur, que le vaccin n'engendrerait pas des complications graves à long terme, hein, que je ne développerai pas un cancer ou une maladie telle autisme ou sclérose en plaques dans 10 ans. Alors, donc, clairement, c'est ce que j'ai dit, je ne peux pas, déontologiquement, vous garantir à 100%, parce que simplement,
on n'a pas ce recul à long terme. Donc, c'est ce que j'ai dit durant la présentation. Néanmoins, tous les vaccins qui ont jusqu'à présent été mis sur le marché depuis des années, hein, maintenant ça fait vraiment des années, on n'a pas découvert, donc c'était la dia que je vous montrais, d'effets secondaires après plusieurs mois, après plusieurs années. Donc il y a eu beaucoup de suspicions et c'est ce qui, je pense, reste un peu dans, je ne sais pas si on peut dire dans l'imaginaire, mais dans l'histoire un peu collective. Donc, par exemple, l'autisme, je vais reprendre ce que vous disiez, provient d'une étude qui, au final, était fausse, qui est parue dans les années 80 et qui a associé le vaccin de la rougeole avec des enfants qui avaient de l'autisme. Il faut savoir que cette étude-là, non seulement elle a été également retirée des publications, c'est ce qu'on appelle rétractée, parce que les données étaient fausses. Éthiquement et déontologiquement, en plus, l'accord des parents, des enfants n'avait pas été demandé. Et le médecin même qui a fait cette étude-là a perdu son titre de médecin parce qu'en fait, c'était une fraude complète. Donc, c'est très triste pour, quelque part, l'histoire de la science et l'histoire de la médecine parce que c'est une des plus grosses fraudes qu'il y a eu en science. Donc, il avait des actions par rapport à un vaccin concurrent contre la rougeole. Et donc, il a monté de toutes pièces, en fait, cette étude-là. Le problème de cette étude-là, c'est que même si elle a été rétractée parce qu'elle est fausse, parce que tout est faux, parce qu'il y a eu un procès, bref, elle continue à être citée par des personnes qui sont contre la vaccination, alors qu'il y a eu de très, très, très nombreuses études après épidémiologiques qui ont montré, qui ont assuré, qui ont garanti à 100% qu'il n'y avait aucun lien entre la vaccination et la rougeole. Donc, voilà, pour le Covid, je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura que le risque, il est de 0. Je peux juste vous dire que si risque il y a, et je dis bien si risque il y a, il est infime. Pourquoi? Parce que simplement, la technique en tant que telle, c'est on va vous donner une information, vous allez fabriquer avec la protéine, et puis cette information, elle disparaît. Nous sommes tous les jours en contact avec de l'ARN messager, tous les jours, parce que nous rencontrons tous les jours des virus. La plupart des virus respiratoires sont ARN. Donc, quelque part, nous ingérons, même quand on touche parfois certaines choses, même sur certains aliments, de l'ARN. Et donc, on est tout le temps confronté à des antigènes, en fait, et on a tendance à oublier ça. Et donc, quand on voit par contre le bénéfice et quand on voit le risque que peut engendrer la maladie, et je ne parle même pas en termes de mortalité, je parle en termes de complications, en termes de risque d'hospitalisation, clairement, le choix de se faire vacciner rapporte beaucoup plus de bénéfices que l'infime hypothétique risque qui, si ça tombe, n'arrivera jamais. Oui, Voilà. ok. Autre question, lorsqu'on a déjà eu le virus, quelle est la durée de l'immunité, par exemple? On me pose la question. Autre question sur les allergiques. Si nous ne savons pas de quoi on est allergique exactement, vaudrait-il mieux de prendre des précautions? De quelle manière? Alors, pour les allergies, c'est une question qui revient fréquemment. Donc, il faut vraiment distinguer l'allergie un petit peu simple. Par exemple, vous prenez un médicament ou vous achetez une nouvelle crème et vous avez des petits boutons qui apparaissent. Ça n'est absolument pas une contre-indication de ce qu'on appelle une anaphylaxie sévère. Donc, si vous avez eu dans votre vie une histoire vraiment de difficultés respiratoires, de gonflement de la bouche, de malaise, mais pas un malaise vagal, donc vraiment lié au fait que vous avez des difficultés respiratoires après justement l'ingestion de quelque chose ou d'un médicament, mais que là, pour le coup, vous ne savez pas, si vous ne savez pas de quoi vous êtes allergique, alors il vaut mieux faire un bilan allergologique. Si par contre, vous savez quel est votre allergène, à quoi vous êtes allergique, et que donc cette chose-là ne se retrouve pas dans les composés du vaccin, alors vous êtes dans la catégorie des personnes qui doivent avoir une surveillance plus longue de 30 minutes par rapport au quart d'heure. Mais c'est tout. Et donc, c'est ce que nous avons appliqué ici pour les quelques centaines de personnes déjà qu'on a pu vacciner à l'hôpital. Ok. Et donc, quand on est sur l'immunité, là, quand on donc Ah oui, pardon. Covid, Donc, je disais, donc, l'immunité naturelle, maintenant, on a des données jusqu'à 1 mois de protection. Donc, probablement que ce sera plus. Maintenant, il existe des réinfections. On en a vu.
ici, nous, que ce soit à l'hôpital ou en consultation, donc ça existe. Et il y a un risque malgré tout, avec en particulier le variant sud-africain. Oui, oui. Il a donné dans certains pays, il redonne clairement plus d'infections, donc comme s'il échappait un petit peu à l'immunité naturelle. Donc, ça n'est pas encore notre cas ici. En Belgique, nous avons des réinfections qui sont liées à des variants tout à fait normales, mais ça reste rare et anecdotique. Donc, il faut partir du principe que si on est vacciné, si on a fait la maladie, on est quand même au moins protégé pendant 6 à 8 mois minimum. Ok. Si vous devez conseiller un vaccin AstraZeneca ou plutôt le Pfizer? Alors ici, j'ai oublié de dire ça, mais c'est vrai que vous faites bien de poser la question. Donc, Moderna et Pfizer, si on compare à des voitures, c'est des Rolls-Royce, quoi. Donc, c'est des vaccins qui donnent une efficacité de plus de 90%. On ne s'y attendait pas. Donc, c'est vraiment du, entre guillemets, top quality. Néanmoins, le vaccin AstraZeneca, je vous le disais, surtout si on espace les doses, arrive à une efficacité de plus de 80%. Donc, et surtout, il fait le job qu'on lui demande, c'est-à-dire que quand les personnes sont vaccinées avec l'AstraZeneca, il n'y en a pas eu qui ont dû nécessiter qui ont eu un Covid sévère et qui ont nécessité une hospitalisation. Donc, sur les formes sévères, ça reste tout à fait efficace. Donc, si on compile cette information-là, on sait qu'il y a un effet sur le portage. En termes de santé publique, le vaccin AstraZeneca a son rôle à jouer, est tout à fait pertinent et donc on peut tout à fait se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Par contre, j'ai oublié de dire qu'à l'heure actuelle en Belgique, on ne vaccinera pas avec l'AstraZeneca les personnes de plus de 55 ans. Simplement parce que dans les études, il y a à l'heure actuelle, et de nouveau, il y a encore des données que l'on attend, il y a moins de personnes de plus de 55 ans. Donc, par précaution, la Belgique a décidé que les personnes de plus de 55 ans auraient le vaccin Pfizer et Moderna parce que là, on a des données, et que les personnes de moins de 55 ans, elles, auront l'AstraZeneca. Ok. Quand une femme qui est enceinte et elle pose des questions, est-ce que l'immunité se transfère aussi au fœtus? Est-ce que son fœtus est protégé alors ou est-ce que ça a Mais un donc, impact oui, mais donc en fait, quand on est vacciné, quand on est enceinte, de façon générale, c'est pour ça qu'on fait le Boostrix. On refait un Boostrix, par exemple, chez les femmes enceintes. C'est pour que le développement d'anticorps puisse passer également au bébé. Alors ici, je n'ai pas vu, mais je n'ai pas encore été, je n'ai pas revu cette semaine, je n'ai pas vu qu'on était allé étudier les anticorps éventuellement chez des bébés qui sont nés de mamans qui ont été vaccinées. Mais le principe général, c'est que lorsqu'on est vacciné et qu'on a le temps de développer les anticorps, je vous disais, il faut au minimum 15 jours, les anticorps de la maman sont transférés au bébé par le sang. Donc on peut estimer, espérer que les anticorps sont également transmis au fœtus. Ok. Quelle question type vrai ou faux? On parle d'anticorps méchants qui peuvent faciliter l'entrée du virus. Vrai ou faux? Oui, pas avec le Covid. Donc ça a été démontré pour la dengue. Et c'est pour ça que pour la dengue, il y a eu une étude il y a quelques années en Thaïlande en particulier qui a dû être arrêtée parce qu'on montrait qu'il y avait plus d'effets secondaires et c'était lié à des anticorps qu'on appelle facilitants. On n'a jamais pu montrer l'existence d'anticorps facilitants, et ça a été recherché, contre le Covid. Et donc la vaccination n'a pas ce risque-là pour le Covid. Ok. Deuxième dans la même catégorie, j'ai peur que le vaccin me rend stérile. Non. Alors ça, c'est aussi des théories Internet, je vais appeler ça. Donc, certains ont émis l'hypothèse que les anticorps que l'on développait, mais pas qu'avec le vaccin en fait, que les anticorps développés contre la protéine S ressemblaient aux anticorps d'une hormone, je ne sais même plus le nom, la cytocine, je crois, enfin je ne sais plus exactement le nom, et que donc ça pouvait rendre stérile. Donc c'est tout à fait faux, vraiment. Donc
ça n'a aucun impact. Et pour rappel aussi, quand vous attrapez le virus, vous attrapez tout le virus avec cet ARN aussi qui va coder pour la protéine S. Donc, il faut aussi se rappeler ça, c'est que le vaccin ne va pas vous provoquer la maladie, il va juste vous donner quelque chose qui vous permettra de vous protéger contre la maladie, mais vous pouvez attraper le virus avec non seulement cette protéine S, mais tout le reste qui fait que on peut être malade, soit un petit peu, mais soit quand même pour une certaine proportion de gens fortement malades. Ok, ok. Vous avez parlé du AstraZeneca, Moderna, Pfizer, quid le Sputnik, le vaccin russe? Oui. Alors, le Sputnik, bon, il n'est pas encore commercialisé, donc je n'ai pas fait de dia là-dessus, mais c'est intéressant parce que donc il est efficace à plus de 90%. C'est le même principe que l'AstraZeneca. Donc, ils ont pris un cheval de Troie, ce qu'on appelle aussi des adénovirus, mais ils ont pris des adénovirus différents. Donc, dans la dose 1 et la dose 2, je caricature, ce n'est pas le même adénovirus. Et donc, il semblerait que le fait d'aller stimuler notre système immunitaire avec des adénovirus différents, eh bien, ça lui donne quelque part envie de répondre encore plus parce qu'il se sent plus agressé, d'où le fait qu'il arrive à des plus de 90%. Donc, la publication qui est parue dans l'Lancet sur le Sputnik montre vraiment des beaux résultats. Et donc, maintenant, il faut voir si il va être mis aussi sur le marché. Mais donc, ça, il faut l'autorisation de l'EMA. Okay. Et de la FDA pour les États-Unis. Ok, ok. Une question un peu particulière, enfin, mais je pense qu'il vit sur le terrain. Ma famille est contre le virus. Je veux bien le vaccin, mais j'ai peur de la réaction de ma famille à la maison. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Ben, je crois qu'on est responsable soi-même de sa propre santé. Et puis, on dit que la vaccination, c'est un acte aussi collectif et citoyen, ce qui est vrai. La vaccination, le concept même de vaccination, c'est je me protège, mais je protège les autres aussi. Alors, il faut peut-être voir pourquoi la famille est contre le vaccin. Enfin, moi, je dis toujours, parce que je vous dis, je donne le cours de vaccination et bon, maintenant, on en a moins, mais quand on faisait les consultations du voyage, il y a parfois des gens qui venaient en disant, moi, je veux que le vaccin fièvre jaune, mais je ne veux pas le reste. Je voudrais quand même rappeler que si on a un niveau de vie que nous avons à l'heure actuelle en Belgique et en Europe de façon générale, c'est grâce à la vaccination. Hein. Donc, c'est affolant quand on a eu un décès d'une coqueluche, malheureusement, il y a quelques années ici. Et ça a été une tragédie parce que ce sont des parents qui ont refusé la vaccination. Et donc, on oublie que s'il y a énormément de maladies que nous ne voyons plus, moi, je n'ai jamais vu de rougeole pendant mes études de médecine. Je n'ai jamais vu de rougeole pendant ma spécialisation en médecine. J'ai vu mes premiers cas de rougeole sévère hospitalisés quand j'étais déjà, j'ai envie de dire, un médecin confirmé, donc quand je travaillais déjà à Saint-Luc comme cadre. Pourquoi? Parce qu'on voit l'effet que des gens se vaccinent moins. Donc, la vaccination, enfin, c'est quelque chose de beau. C'est ce qui nous permet d'avoir une bonne santé, d'avoir des enfants qui ne meurent pas en bas âge. Donc, voilà, après... je ne suis pas pour le fait de forcer, il faut expliquer, parler, discuter, voilà. Ok. Merci, docteur Leila Belkir, de passer votre midi avec nous. Et donc, voilà, messieurs, dames, ceci nous amène à la fin de ce webinaire. Merci aussi à vous. Vous êtes nombreux, plus que 250 personnes, d'avoir passé votre midi avec nous. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur notre site web et aussi sur les sites web de nos partenaires à partir de demain. Et donc, tout ce qui me reste, je vous souhaite encore un agréable après-midi et j'espère vous voir très bientôt. Docteur Belkir, merci et au revoir. Au revoir. Merci au revoir pour tout le monde. l'invitation. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci.